Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Avant de vous présenter mon invitée qui va nous partager comment elle danse, elle, quelle est sa médecine pour danser avec le chaos, je vous propose qu'on commence par notre traditionnelle bulle de méditation. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux si vous pouvez. Fermez les yeux là où vous êtes. À prendre 3 respirations sans rien forcer. Juste laisser l'attention descendre des narines vers le cœur, au centre de la poitrine. Vers le ventre, si vous sentez que c'est contracté. Regardez comment vous pouvez relâcher. Et on va laisser l'attention descendre encore plus bas dans le bassin. Vous sentez peut-être les petits os du bassin sur votre siège. Et on va plonger dans nos racines. Pour sentir là, cette connexion qui nous relie toutes et tous à la terre. Et je vous invite à prendre des grandes inspirations en conscience pour nous rappeler que nous sommes vivants, vivantes. Et expirer, relâcher. Savourons l'oxygène qui pénètre dans nos poumons, dans nos cellules. C'est devenu un acte tellement automatique qu'on oublie cette faculté que nous avons en tant que mammifères de pouvoir respirer. Et tranquillement, sur une grande et belle inspiration, si vous sentez l'envie de vous étirer, de bâiller, tranquillement, de laisser les mains redescendre et se déposer là où c'est bon pour vous. En ouvrant tranquillement vos yeux pendant que j'accueille
Léna Sato, mon invitée aujourd'hui. Merci Léna d'être là. Merci Nathalie. C'est vraiment une joie de t'accueillir ici. Dans ce podcast, il y a quelques jours en fait, je me suis enfin autorisée à prendre le temps de découvrir ton documentaire qui a déjà maintenant 6 ans. Ouais, c'est dingue. Mer, océan. Ouais. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'ai envie de vous dire, moi, une des phrases que tu avais partagées, je ne sais plus où je t'avais vu en conférence à Paris, je crois. C'est une phrase qui est restée gravée à l'intérieur de moi et qui est encore bien présente. La Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aimée. Ça me fait des frissons quand je te le dis. Je ne me rappelle plus exactement de quand je t'ai rencontré, mais tu fais partie de ces personnes qui, j'ai l'impression qu'il y a des connexions invisibles Ouais. qui vous relient. On a beaucoup d'amis en commun aussi. Et Ouais. puis c'est la magie des réseaux sociaux aussi peut-être. Oui. On se suit mutuellement Certainement. et Ouais. voilà, je sais que Léna est là et que Léna, c'est une exploratrice donc de la vie. Donc je pense que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sont aussi des explorateurs et des exploratrices de la vie. Et toi, ton super pouvoir, j'ai envie de dire, c'est cette connexion intime que tu as avec la mer, les océans et les habitants de cet écosystème. Nos amis, les dauphins, les baleines, les cachalots. Comment est-ce que c'est venu à toi, en fait, cette intelligence, cette connexion, cette reliance? Je crois qu'en fait, ça a commencé avec ma dépression. Mmh. J'ai eu une grosse dépression à l'âge de 14 ans quand j'habitais à Paris. Là, j'ai été élevée à Paris. Je suis japonaise, je suis née à Tokyo, mais j'ai grandi à Paris, donc au cœur de la ville. Et même si on avait l'occasion de voyager beaucoup par le travail de mes parents, voilà, le quotidien, c'était vraiment la ville. Et donc, vraiment sans prélude, cette dépression m'est tombée sur la tête. C'était un été, on était justement en vacances à Hawaï. Mmh. Donc, c'est pas forcément le lieu auquel on pense pour avoir une dépression, mais pendant un mois, j'étais incapable de presque quitter la chambre d'hôtel. Mmh. Je pleurais tous les jours. C'est comme si toutes les émotions que j'avais refoulées, enfin, depuis je sais pas trop quand, enfin, il y avait certainement des choses qui venaient de vie passée aussi. Mmh. C'est comme s'il y avait un barrage qui cédait et j'étais comme emportée par ces courants dont je n'avais aucune conscience Mmh. jusqu'à ce que ça arrive. Et donc, ça a duré quelques mois. C'était très compliqué pour ma maman. Et en fait, elle a eu l'idée de faire appel à une amie japonaise qui est, on pourrait l'appeler thérapeute, guide spirituel. Enfin, elle Mmh. était vraiment dans cette démarche spirituelle. Et donc, un jour, je me rappelle, ma mère vient me voir et me dit est-ce que tu serais d'accord que Ayako vienne habiter avec nous pendant un mois et peut-être qu'elle peut t'aider? Mmh. Et moi, j'ai juste dit bah oui, pourquoi pas, enfin, sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Et donc, cette femme est arrivée. Enfin, je la connaissais depuis que j'étais petite, mais pour moi, c'était juste une amie de la famille. Mmh. Et elle a fait un travail extraordinaire avec moi. Donc, elle me partageait énormément de concepts que mon mental n'arrivait pas du tout à capter. Je pense que l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est mais tu sais pas, tu sais, tu n'es pas les émotions qui te traversent, qui t'habitent. Et je dis bah si je suis pas mes émotions, qu'est-ce que je suis alors? Et elle me dit bah tu as une conscience infinie. Et je la regarde et je capte rien à ce qu'elle me dit, mais dans ce qu'elle me communique au niveau de la vibration, au niveau de la fréquence, je crois qu'il y a une forme de reconnaissance très profonde où je me suis juste mis en accord avec son énergie. Et ce qui était très fort pour moi, c'est que pour la première fois, je voyais quelqu'un qui ne me considérait pas comme une personne, entre guillemets, malade. Mmh. C'est pas Laïna qui est en dépression, il faut faire quelque chose. C'est comme si elle venait toucher à mon être, en fait, qui est
dans sa globalité, dans sa perfection, en fait. Et ce regard, je l'ai beaucoup retrouvé par la suite chez les dauphins. Je le dis au début de mon film, c'est comme s'ils percevaient quelque chose dont je n'ai pas tout à fait conscience encore. Et donc, ce regard-là qu'elle a posé sur moi m'a vraiment libérée. Et bon, on a fait tout un travail, mais au bout de 10 jours, en fait, j'arrivais à retourner à l'école. Et au bout d'1 mois, en fait, c'est comme si je m'étais trouvée dans une chambre noire, dans l'obscurité la plus totale, sans le savoir, et que tout à coup, quelqu'un avait ouvert la fenêtre et il y avait toute la lumière du monde qui pénétrait Wow. dans la chambre. Et donc, ça a été très vite. Et puis, suite à ça, je pense que toutes les transformations intérieures ont amené des changements dans la réalité extérieure. Et quelques mois après, en fait, c'était 6 ou 7 mois après, en fait, on déménageait à Hawaï avec ma maman, donc elle a vendu son appart. Et je me suis retrouvée sur la grande île d'Hawaï et je ne savais pas qu'il y avait une population de dauphins sauvages qui était très en relation avec les êtres humains. Enfin, tout ça, je ne le savais pas jusqu'à ce que j'arrive. Mais j'ai très vite réalisé que j'étais arrivée au bon endroit. Voilà. Et puis, mon ami Ayako m'avait aussi dit vraiment de suivre la joie, parce que la joie, pour elle, c'était la vibration, en fait, qui communiquait qu'on était dans la justesse, aligné avec soi-même. Et pour moi, clairement, à cette époque, en fait, quand je pensais à la mer, ça m'était dans une joie profonde. Donc, j'ai suivi ce fil. Merci pour ton partage, Ouais. c'est touchant. Tu te rappelles de la première rencontre que tu as eue avec les dauphins? La première, écoute, c'était pas très glorieux parce que c'était en delphinarium, je pense. Hein. Ah. Je devais avoir 6 ans. Bah, de nouveau, c'était à Hawaï. Hein, donc, mes parents, que ce soit mes parents ou moi, on n'avait aucune conscience de la réalité de ces animaux. Donc, je pense que c'était une rencontre très superficielle, en fait. C'était vraiment... ouais. Donc ça doit être ma première rencontre. Mais après, je me souviens de ma première rencontre avec des dauphins sauvages. C'était pas dans l'eau, mais du bateau, encore à Hawaï, et de l'émotion qui est montée. Je devais avoir, je sais pas, 11 ans, quand j'ai vu cette énorme bande de dauphins venir jouer à l'étrave, et j'avais juste envie, c'était de me jeter à l'eau, ce que je n'ai pas pu faire, mais ouais, là, c'était vraiment un moment de grâce. Et la première fois que tu les as rencontrés dans l'eau? La première fois que je les ai rencontrés dans l'eau, oui, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Et non, émerveillement total. Et j'avais lu qu'ils étaient très sensibles au son, parce qu'ils sont des êtres acoustiques. Donc, je me souviens avoir chanté pour eux. En fait, c'était un très grand banc. Il devait y en avoir une centaine. Parfois, ils disparaissaient dans les profondeurs. Après, ils revenaient. Et c'était vraiment dans la communication et dans le jeu les uns avec les autres. Donc, il y avait beaucoup de sifflements dans la mer. Et moi, j'ai commencé à chanter et voilà, j'avais juste l'impression qu'il me répondait, ce qui était probablement pas le cas, tu vois, mais je me souviens de la magie de cet instant. Ouais. Et je l'avais raconté à ma meilleure amie en rentrant en France et elle m'avait dit non, c'est pas possible et tout. Je dis si, si. Voilà. Et donc, avec cette passion, cette connexion que tu as tissée avec les dauphins, avec les êtres de la mer, tu es devenue apnéiste? Oui, en fait, l'apnée, enfin, je me considère, enfin, ça fait pas très longtemps que je dis que je suis apnéiste, en fait. Je l'ai partagé dans un post récemment, mais pour moi, l'apnée, ça a toujours été une pratique très intime. Au début, c'était un peu mon jardin secret et je l'ai pratiqué plus comme un outil de reliance à soi et à la mer. C'est vraiment quelque chose de méditatif pour Mais moi. je te coupe, mais parce que c'est ta seconde nature. Quand on te voit dans le documentaire, on dirait un dauphin parmi les dauphins, on dirait une sirène parmi les dauphins en fait. On dirait que c'est inné en toi. Ce qui était merveilleux, c'est que pour la première fois, je me sentais à ma place dans mon corps, en fait.
et quelque part, en fait, c'est quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis dit, oui, ça me vient complètement naturellement. Alors que, voilà, je suis pas une athlète, je suis pas une grande sportive du tout, mais là, il y a une forme d'évidence et de reconnaissance du corps dans ces éléments. Et depuis petit, je me sens toujours très bien sous l'eau. Je suis pas une très grande nageuse, mais par contre, je peux passer beaucoup de temps sous l'eau. Mm. Euh, et, euh, mais les dauphins aussi ont été de grands enseignants parce que en jouant avec eux, ouais, juste dans le jeu et dans la danse et dans la présence, en fait, et ils sont très taquins aussi. Donc souvent, ils m'invitaient à plonger un peu plus profond et il y a cette forme de lâcher prise qui s'installe à leur contact que j'ai pu remarquer chez plein de gens. Mm. Donc, voilà, j'ai eu la chance de les avoir comme enseignants, comme guide. Et aussi mon petit ami à l'époque, donc ça fait longtemps, ça fait presque 20 ans. Il était champion du monde d'apnée à l'époque. Mm. Euh, et donc, voilà, c'est pas qu'il m'ait forcément enseigné plein de choses, mais juste en le regardant lui plonger. Mm. Et bah, dans le plaisir, en fait, de notre relation, en fait, il y a énormément de choses qu'il m'a transmis. Et Mm. très belle histoire d'amour avec lui et avec la mère. Mm. Oui, ce que j'observe aussi chez toi, il y a ce côté autodidacte, quelque part. Tu suis ton intuition, tu observes et t'intègres. Bah, c'était pas gagné d'avance, hein, parce qu'en fait, à la base, je voulais être, j'étais beaucoup dans les études, beaucoup dans le mental. Ouais. Euh, à l'école, je devais toujours être la première en classe parce que, je sais pas, j'avais l'impression que je devais toujours étudier. Et La fameuse perfectionniste, voilà, on a exactement. toutes. Et je crois qu'il y a un truc qui a un peu implosé en plein vol au moment de la dépression. Mm. Mais jusqu'à... Oui, enfin, j'ai intégré une université en Californie. Ça n'a pas duré très longtemps du tout, mais parce que je voulais être biologiste marine. D'accord. Et, d'ailleurs, je serais contente de reprendre mes études aujourd'hui, Maintenant, maintenant. ouais. Mais quand je suis arrivée en Californie, ça faisait quelques années que j'étais à Hawaï. Je venais juste de rencontrer le copain en question. Mm. On commençait à faire des sorties en mer et à découvrir des espaces que on n'avait jamais fréquentés jusqu'à présent parce qu'il y avait très peu de personnes euh, à l'époque qui s'aventuraient au large. Donc on passait beaucoup de temps avec les baleines, avec les requins. Enfin, c'était vraiment ce temps de découverte et Mm. d'émerveillement et d'expérimentation, en fait, vraiment dans le ressenti. Et quand je suis arrivée sur les bancs de l'UNIF, j'ai commencé à avoir des migraines très fortes. Et j'étais très fâchée sur moi parce que je voulais vraiment, enfin, je m'étais créé un plan très défini de, voilà, 4 ans ici, puis après 4 ans là-bas, et au bout de 8 ans, j'aurai mon doctorat. Et c'est comme si mon corps, à ce moment-là, disait non, enfin, même si je me forçais, je n'arrivais pas Mm. à partir ces migraines. Et donc, à un moment, je me suis rendue à l'évidence et de me dire, bah, en fait, ça doit juste pas être le moment. Ouais. Mais ça m'a fait très peur, en fait, parce que j'étais beaucoup dans la reconnaissance. Mm. C'est pas complètement parti encore, hein, mais d'être reconnue par ses proches, par la société, enfin, cette forme de sécurité. Et de dire, OK, je lâche ça et je retourne à Hawaï. Et pour y retourner, je devais avoir un visa. Donc, je me suis inscrite dans une école de massage. Tout le monde hallucine. Et j'ai adoré, en fait. Donc, j'étais à une école de massage. Et puis, dans les temps libres, bah, j'étais dans la mer tout le temps. Donc, je crois que je me suis vraiment... j'ai essayé de m'autoriser le plus possible à être à l'écoute, justement, ce que tu as dit de mon intuition, de mon cœur. Et c'était l'une des choses qui me manquait vraiment à l'université, c'est qu'ils n'intégraient pas cette dimension de reliance en fait au monde naturel qui je trouvais Ouais. vraiment essentiel. Et voilà, l'un des arguments, c'est que l'observateur, enfin en tant que chercheur, tu peux pas interférer avec ton sujet d'étude, Tu dois être mais neutre. tu dois être neutre, mais dès que tu es en observation et en présence dans le milieu naturel, enfin, il y a forcément voilà, Il y a quelque chose une qui se passe relation, dans ouais, l'invisible, un échange, même si. ouais, Ouais. exactement. Donc, voilà.
C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai fait le même constat en médecine. On demande aux soignants d'être neutres le plus possible alors que tu peux pas en fait. Tu es face à des humains, tu es face à un humain qui parfois est en souffrance et pour moi il y a cette connexion, elle se fait donc plus tu vas te couper, plus tu vas prendre en soin finalement une machine alors qu'en fait non, c'est un humain, c'est un être vivant comme Ouais, toi. c'est ça. Mmh. Ouais. Mm. C'est un constat que je trouve dans tous les domaines finalement. Même en écologie finalement, il y a beaucoup de ça commence à changer heureusement, mais tu vois, on étudie, la magie de la nature dans des salles de classe enfermées, Mm. derrière des écrans Ouais. et on oublie d'aller directement se brancher finalement dans la nature, quelle que soit Ouais. mmh. Enfin, la visite au Schumacher College, je crois que tu connais aussi, Oui, moi, j'y suis allée, ouais. m'a vraiment rassurée, réconciliée avec voilà, le monde de la science et des études et de voir que il y avait des domaines, enfin des espaces où il y avait cette intégration entre la science et le ressenti et la spiritualité. Donc voilà, c'est l'un des endroits où j'aimerais aller reprendre mes études quand j'en ai le Et bah, temps. je te Ouais. comprends. Pour les personnes qui connaissent pas le Schumacher College, donc c'est, un lieu magique dans le sud de l'Angleterre, qui a été co-créé par, Satish Kumar. J'aime bien dire, c'est un peu mon grand-père spirituel. Oui, je te comprends. Il est d'origine indienne et il a écrit, voilà, c'est un comment on pourrait dire? Un militant de l'amour, de la vie, du Ouais. vivant. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est je pen tu es Oui. donc je suis. Voilà, j'avais le titre en anglais. Tu es donc je suis. Donc vraiment, je vous invite à aller explorer si vous cherchez aussi à créer des ponts, vous. Moi, c'est ça que j'ai ressenti au Schumacher College, c'est qu'on peut allier science et spiritualité puisque les profs qui Mhm. enseignent là-bas sont dans cette démarche. On peut aligner, développement d'un business avec impact écologique et comment prendre soin de la planète. En fait, Mhm. on peut allier les opposés parce qu'ils ont vraiment leur place, ils ont leur complémentarité et c'est pas juste dans des bouquins, c'est on le ressent physiquement là-bas. Mhm. Donc ouais, ça c'est un beau lieu aussi à découvrir. Ouais. Mais revenons à nos amis les dauphins, revenons à toi Leïna. Une autre chose qui m'a beaucoup marquée dans le documentaire, c'est comment tu nous fais découvrir à la fois ce milieu qui t'est si naturel et comment Mhm. tu nous fais vivre aussi 9 mois Mhm. il est dans la vie d'une femme. 9 mois où, ben, tu préparais l'arrivée de ta première fille, Naya. Mhm. Ça aussi, c'était hyper touchant, parce que donc je l'ai eu avec mon compagnon et on a vécu cette grossesse quelque part avec toi, avec ta Ouais. comment t'es venue cette idée, cette envie? Mais en fait, c'était toute une épopée. Euh, En fait, à la base, ça devait être un projet de film très différent, avec les mêmes réalisateurs, avec Anne Paris et Yann Kounen. On s'est rencontrés à travers Patrice Van Hersel, qui a écrit Le Cinquième Rêve, et Patrice Levallois, qui est l'auteur du Jeu du Tao. Et au début, c'était censé être vraiment plus un film documentaire où j'étais ce fil rouge qui allait interviewer, que ce soit des artistes, des chercheurs, qui étaient vraiment dans une relation forte avec les cétacés, dont la vie avait été bouleversée par les cétacés comme moi, et essayer de présenter les dauphins et les baleines un peu comme des peuples premiers. Et on avait une super boîte de prod qui nous suivait, c'est la boîte de prod de Luc Besson, dont on n'aurait pas pu trouver mieux. Ah ouais. Et pendant 4 5 ans, on a planché sur ce projet et qu'on avait l'impression que tous les portes s'ouvraient, puis après elles se refermaient. Enfin, il y avait toujours un Mmh. truc qui bloquait. Puis à un moment, on s'est dit, bah, peut-être que ce film, il va jamais se faire finalement, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré Jean-Marie Guillain, qui est le papa de Naya et de Manoa. Et on s'est rencontrés, et puis 9 mois après, je suis tombée enceinte. Et dans le premier projet de film, en fait, on avait l'intention d'amener une femme enceinte à la rencontre des dauphins et voir ce que ressentait cette femme, si les dauphins pouvaient présenter un intérêt quelconque pour sa présence et celui de l'enfant dans son ventre.
Et donc, je dis à Yann et Anne que je suis enceinte. Ils disent, ah, c'est cool, maintenant tu peux de la femme enceinte dans le film, on n'a pas besoin d'en chercher une. Le producteur, il n'était pas super ravi, il n'avait pas l'air vachement rassuré. Mais bon, voilà, ce projet continue à faire son chemin. Et en parallèle, je disais à Jean-Marie, écoute, il est photographe sous-marin. Enfin, il est photographe. Et je sais, ce serait chouette si on peut documenter juste pour nous la grossesse dans la mer et euh, si on a l'occasion de croiser, tu vois, des animaux. Mm. Voilà, que ce soit une espèce d'album d'album de vie pour nous, de la grossesse. Il me dit oui, bien sûr, ce serait génial, mais laisse-moi en parler à mon éditeur, parce qu'il avait publié un livre sur les requins avec lui. Mm. Donc, il va voir l'éditeur, donc il trouve l'idée super. Et il dit, mais faut en faire un film aussi. Et il se trouvait qu'il venait juste de commencer à travailler avec une boîte de production. Mm. Donc, il va présenter l'idée au producteur, qui était aussi un couple, et qui ont vraiment accroché à l'idée. Donc, ils se sont dit, on va essayer de trouver l'accord d'une chaîne ou deux chaînes pour lancer le tournage. Et donc, nous, on y croyait un peu à moitié avec Anne, Yann et moi, parce que ça faisait 5 ans qu'on essayait de monter Ouais. l'autre film et que ça ne fonctionnait pas. Mais au bout d'1 mois et demi, en fait, on a eu l'accord d'une chaîne qui a signé, Mm. qui dit, de toute manière, une grossesse, ça dure qu'un certain temps. Donc, si on ne le fait pas maintenant, il va y Ouais. avoir des histoires parce que le bébé va naître. Et donc, il y a une femme qui a vraiment cru au projet et c'est ainsi que voilà. Mais avec le recul, j'ai vraiment le sentiment que c'est l'arrivée de Jean-Marie et de Naya Mm. qui a impulsé quelque chose le film devait être comme ça. Mm. Et parce que c'était tellement particulier la manière dont les choses sont précipitées et sont alignées. Comme quoi, quand c'est le bon moment, Oui, ça se fait, quoi. exactement, ça se fait. Et moi, j'étais pris dans... Enfin, c'était pas un tourbillon, c'était très naturel en même temps parce Mm. que être dans la mer, enfin, je m'y sentais extrêmement bien. Mm. Euh, mais quand on regarde mon passé, en fait, l'un de mes plus gros challenges, c'est vraiment l'incarnation et Ouais. l'ancrage. Je suis beaucoup plus air et eau que terre. Et donc, la grossesse a été un moment de plénitude et de communion profonde. Mais je crois que dans ma tête, je ne me rendais pas compte à 100% qu'il y avait un enfant. Enfin, si, je me Mm. rendais compte, mais quand elle est née, ça a été un choc enfin, positif, hein, mais Mm. immense. Ça m'a vraiment... c'était le tremblement de terre, quoi. C'était Ouais. juste vraiment incroyable. Un Mais saut donc, quantique. un saut quantique, vraiment. Un énorme saut quantique et avec plein de trébuchements Mm. pendant le saut. Mais oui, donc pendant le tournage, je crois que j'avais pas vraiment la conscience que, ça allait être un film, parce Mm. que le tournage était très intime, c'était juste Yann et Anne, quoi, et puis un Mm. cadreur sous-marin. Et qu'en plus, à la fin de ce tournage, il y aurait un enfant qui allait naître. Même Mm. si, bien sûr, mon mental le savait, mais je crois que dans ma psyché, il y avait quelque chose qui n'était pas Ouais. complètement... Enfin, j'étais pas préparée à ça. Et, euh, et donc, la naissance, ouais, ça a été un bouleversement. Mais j'ai senti à quel point, en fait, Naya venait prendre la relève des dauphins, dans le Mm. sens où eux, ils m'ont vraiment aidé à l'ancrage et à cette réconciliation avec le fait que je sois née humaine, à Mm. cette vie humaine sur Terre. Et l'arrivée d'un enfant, c'est ça. Enfin, même si ça fait remonter aussi des énergies de la dépression, les choses, les Ouais. traumas qui n'étaient pas guéris, en même temps, c'était vraiment, voilà, maintenant tu es une mère, tu as cet enfant et enfin, tu as un devoir de joie quelque part à Mm. transmettre à cet enfant. C'est le meilleur accompagnement que tu puisses lui donner. Et donc, ça a été très challengeant, mais enfin, absolument magnifique quoi, en même temps. Mm. Mm. Ouais, et puis en plus, vous nous invitez dans cette intimité de l'accouchement aussi qui est hyper touchant, Ouais, de pouvoir, être là dans ce vortex quantique qui se ouais, ouais, passe c'est ça. et je sais pas, enfin, tu vois, moi j'ai pas d'enfant, Mm. mais à chaque fois que je vois une maman accoucher, heu, Mhm. ça
j'ai l'impression que mes cellules se régénèrent, elles vivent une forme de Mmh. renaissance aussi et je trouve ça super puissant. Je me dis: «Ce serait vraiment génial si on pouvait, heu, l'acte de naître, si on pouvait le voir, le partager, que ce Mmh. soit pas réservé uniquement, tu vois, dans un milieu stérile, très médical, Ouais. où on se coupe finalement de cette magie du vivant. Je pense que si on pouvait montrer ça aux enfants dès tout petits, ça créerait autre chose dans leur chimie, dans leur, manière de voir le monde. Bah, c'est drôle que tu dis ça parce que Naya, elle a assisté à l'accouchement de son petit frère. Mmh mh. Début jusqu'à la fin, c'était pas du tout planifié, comme ça. Mais en fait, j'ai commencé à avoir des contractions très fortes au milieu de la nuit qui enfin, ça l'a réveillée, en fait, mes cris. Mmh. Donc pendant 1 heure, elle disait à maman, elle s'est transformée en monstre, donc elle essayait de se recoucher avec la couette sur la tête et puis finalement, elle a pas réussi à se rendormir, elle en a eu marre, donc elle est arrivée et sa présence a juste été extraordinaire. Enfin, moi, j'étais dans un état second, mais je Ouais. me souviens que la sage-femme l'a vraiment invitée à être présente et à observer vraiment ce qui se Mmh passait. mh. Donc je crois qu'à un moment, elle a mis un petit miroir entre mes jambes pour voir la pousser, en fait et de Mmh. voir, je connais pas les mots en français, mais quand tu vois la tête du Mmh. bébé un peu apparaître avant qu'il ne naisse, hein, ces mouvements de va-et-vient Ouais. et j'entendais Naya qui me disait: «Ah la tête, je vois la tête, elle est là» et puis après quand ça re-rentrait, elle disait: «Ah non, c'est re-rentré». Elle dit: «Maman, il faut que tu pousses plus fort, tu pousses pas assez fort» et j'étais là: «Ma chérie, c'est gentil, mais je peux pas pousser plus fort maintenant» et après elle me disait: «Ah, il y a un peu de sang qui sort, je vais aller te chercher du papier, un Kleenex» et puis elle venait essuyer entre mes jambes. Donc elle a tout vu, puis après elle a vu son frère sortir, elle a coupé le cordon ombilical avec, la sage-femme. Après ils ont sorti le placenta ensemble, Mmh. elle a regardé le placenta et voulait garder le cordon ombilical parce qu'elle le trouvait joli. Enfin donc l'accouchement n'a plus aucun secret, pour elle. Mmh. Après je lui ai dit: «Comment tu l'as vécu?» Elle m'a dit: «Bah, moi je suis pas vraiment sûre que je vais y avoir des enfants parce que ça avait l'air quand même vachement douloureux». Je dis: «Mais tu sais ma chérie, enfin ça c'est mon expérience personnelle, mais je connais d'autres femmes qui accouchent en chantant des mantras, tu vois? Et ça Mmh. se passe de manière beaucoup plus douce». Elle dit: «Ah bah moi je ferais comme ça alors». Donc elle avait 5 ans Mmh. et ouais maintenant j'y pense, c'était vraiment un grand cadeau pour elle quoi. Elle a vécu ça de manière si naturelle Mmh. et finalement ouais si le moment de la naissance pourrait être, oui, comment dire? Ça Célébrer, accompagner célébrer, oui, ouais. et j'ai envie de dire vulgariser dans le bon sens Oui, du voilà, terme c'est ça, et que exactement. mmh, Ouais, 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 qu'il y a rien de tabou là-dedans. ouais, ouais. De la Je même manière que le dernier souffle aussi. Ces 2 Mmh. portes, Ouais, symboliquement, énergétiquement, qui sont si importantes, qu'est la naissance et la mort. ouais, Si on pouvait, y mettre un regard plus, bienveillant et accompagnant le ouais. processus. Mmh. Mmh. Ça nous fait des beaux rêves ça, qui pourraient être Ouais. incarnés. Et dis-moi, Léna, tu aujourd'hui, comment tu nourris, heu, ces valeurs qui te sont si chères, de prendre soin de la terre, de l'aimer? Heu, c'est quoi tes actions concrètes? Les actions concrètes, il y en a une que j'ai initiée au Japon il y a quelques mois. Enfin, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur depuis que j'en ai pris connaissance il y a un peu plus, ouais, il y a un peu plus de 10 ans. Enfin, j'aime pas utiliser le mot massacre, on va juste dire le mot, c'est la chasse, aux dauphins Mmh. au Japon, pour le pour la enfin ça excuse-moi, il y a beaucoup d'émotions en fait qui remontent Mmh. quand j'y pense. Ouais, la chasse dirigée vers les dauphins pour, l'industrie de la captivité, mais aussi juste pour les éradiquer en fait. C'est le gouvernement japonais qui les considère en fait comme, de la compétition pour l'activité de la chasse. Mmh. Même s'ils savent que c'est pas du tout fondé sur la réalité, c'est l'argument qu'ils mettent, en Mmh. avant. Donc, ils les tuent pas tant pour la consommation de leur viande, enfin même si leur viande elle est consommée en partie,
mais c'est surtout pour un peu nettoyer la population de dauphins autour du Japon. Et les plus beaux spécimens, enfin, notamment de grands dauphins, sont vendus à des prix très élevés à des delphinariums au Japon et en Asie. Je crois que c'est plus autorisé en Europe et aux États-Unis. Mais voilà, donc j'avais vu ça à travers un documentaire qui s'appelle The Cove. Je crois que c'est la baie de la honte en français. Ouais. Avec l'activiste Rico Berry. Donc, j'étais à Hawaï quand le documentaire est sorti et j'étais avec les dauphins tous les jours. J'accompagnais des gens à la rencontre des dauphins tous les jours et surtout beaucoup de Japonais. Et donc, j'étais très choquée en voyant ces images et en fait, en réalisant que la majorité des personnes au Japon ne sont pas au fait de réalité. En fait, il y a pas de médias indépendants au Japon. Enfin, ce que j'ai appris en vivant là-bas ces 2 dernières années. Donc, tant qu'on ne cherche vraiment pas l'information, elle n'est pas disponible du tout. Donc, j'ai décidé d'initier une campagne de sensibilisation à travers l'art, de nouveaux rituels, vraiment basés sur les principes de l'écologie profonde, comme on l'enseigne au Schumacher. Vraiment, comme tu dis, voilà, la Love Revolution de Satish Kumar, de dire, bah, on peut peut-être pas sauver la planète, mais on peut l'aimer. Donc, inciter les gens à davantage se connecter à l'amour qu'ils ont pour la nature, pour les océans, enfin pour les dauphins. Parce qu'il y a, je connais, enfin la plupart des Japonais ne mangent pas de dauphins, mais ils adorent les dauphins. Ils veulent les rencontrer, enfin dans leur état, dans leur environnement naturel et tout ça. Donc voilà, les sensibiliser ouais, sur cette réalité très difficile, mais sans aller dans le jugement de l'autre, parce que la mentalité au Japon est très différente que celle en Europe ou aux États-Unis. L'activisme n'est pas encore très répandu. Et il y a cette notion de collectif qui est très, très présente, au sens où même si eux ne sont pas concernés directement, dès l'instant où on parle des pêcheurs et ils ont le sentiment d'être eux attaqués en tant que pays, en fait. Donc, voilà, donc d'essayer de mieux comprendre et les actions concrètes qu'on a faites la saison dernière, parce que la saison de chasse a lieu du mois de septembre jusqu'à fin mars. Et quand j'ai appris qu'il y avait à peu près 560 dauphins qui avaient été tués, enfin non, 60 qui ont été capturés et le reste qui a été tué, c'était comment communiquer sur ces chiffres sans que ce soit quelque chose d'abstrait. Les gens ressentent un lien émotionnel et qu'ils puissent s'engager pour ça. En fait, j'ai eu l'idée que des personnes volontaires, enfin des bénévoles, tissent des petites barques en feuilles et en fleurs qui puissent symboliser l'âme des dauphins qui étaient morts pendant la chasse et qu'on les apporte dans la baie où a lieu le massacre et les fleurs flotter dans les eaux à l'extérieur de la baie pour un peu honorer en fait ces vies perdues et symboliser quelque part le retour à la source. Et donc c'est très touchant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées pour ça et qui ont été sensibilisées grâce à ces actions, dont des enfants. Et donc on a reçu énormément de colis du Japon entier avec des barques végétales magnifiques, enfin pas très grandes, hein, mais il y en avait plus de 700. Et donc, on les a portés jusqu'à Taiji où a lieu la chasse. Et on a fait ça au lever du soleil et c'était très fort. Ouais. J'en ai des frissons. Ouais. De remettre du rituel Oui. collectif. Exactement. C'est Le Japon, c'est un pays très animiste à la base, qui a un lien à la nature très fort et aux esprits de la nature. Et donc, c'était vraiment essayer d'aller retrouver ça et de le reproposer d'une autre manière. Et donc, des rituels en célébration à la nature. Magique. Moi, je pourrais continuer encore. Oui, mais là, je crois que le temps est avec toi. ouais. Je regarde juste. On va peut-être
arriver à nos questions de la fin que je pose à Oui. toutes mes invités. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour danser avec le chaos pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans une phase de vie où c'est peut-être pas forcément facile, où ça avance pas comme on voudrait, où en plus on vit depuis quelques années maintenant un état de tension intense, ce serait quoi ton conseil? Écoute, je vais voir les conseils que je me donne à moi-même parce que je traverse moi-même une période qui est pas forcément facile. En fait, ce sont des choses très basiques pour moi, mais c'est des choses tellement simples qu'on Mmh. les oublie. Bah, le premier, tu l'as évoqué pendant la méditation, c'est vraiment la respiration. Juste le fait de se poser ne serait-ce que quelques minutes et respirer en conscience. Si on peut, dans la nature, ça peut même être juste près d'un arbre et ressentir déjà cette reconnexion à notre corps. Enfin, je trouve vraiment avec la respiration, on descend à l'espace mental, à Mmh. l'espace du cœur, et ressentir cet ancrage, aussi cette respiration avec plus grand que soi, Mmh. et de sentir que, enfin, ça c'est mon ami Ayako qui le disait tout le temps, mais qu'on est tout le temps soutenu en fait par l'amour universel, que ce soutien il est toujours présent. Mmh. C'est juste de se connecter à ça, de le conscientiser et d'avoir confiance en fait que on est relié à cette intelligence universelle et il suffirait en fait juste prendre davantage de temps pour être à l'écoute de ce qui est plus grand que nous, mais qui est aussi nous en fait, cette Ouais. conscience universelle. Hem et puis passer du temps dans la nature, heu, Mmh. parce que je trouve elle nous régénère et elle nous donne, tant. Mmh. Toujours dans ouais, vraiment dans le don de soi, la nature. Hem, Puis après la gratitude, je Ouais. sais que je devrais le faire davantage, mais vraiment au lieu de se concentrer sur les trucs qui nous stressent ou nos peurs ou voilà, les choses où il y a des défaillances ou des résistances, concentrer, notre énergie sur, bah, les avancées positives, sur ce qui fonctionne, heu, les cadeaux. Parce qu'il y en a, mais on est tellement wired, Câblé. calibrés Mmh. à mettre davantage l'accent sur les choses qui ne fonctionnent pas, plutôt sur les Mmh. choses qui fonctionnent et le manque plutôt que ce qui est déjà présent et je crois que c'est le cas pour la majeure partie des personnes, tu vois? Mmh. Enfin, moi, je le vois chez moi. Donc ouais, vraiment, Mmh. voilà, ces petites actions, simples. Ouais. Voilà, je vous invite à explorer, pratiquer ces pépites et moi aussi, je le mets dans Ouais. mon agenda intérieur. Mmh. Une dernière question, quel serait ton rêve pour les êtres vivants? Mmh. Les êtres vivants, tu veux dire humains et non humains? Oui. Heu, Bah, pour en fait, déjà, pour les non-humains, je crois que si les êtres humains se portaient mieux, ils seraient juste, Mmh. quoi. Ils se débrouilleraient très bien sinon on arrivait à trouver un équilibre. Je crois que, c'est que chacun ouais, pour les êtres humains, que chacun, chacune puisse se connecter à la source d'amour infini qu'il ou elle porte en lui Mmh. et voilà, ouais. Ouais, je crois que enfin, je pense à d'autres, personnes dans le monde qui vivent des réalités tellement plus difficiles que les nôtres, mais que, hem, ouais, vraiment qu'on puisse sortir de l'illusion de la séparation, Mmh. les êtres humains et se rendre compte qu'en fait qu'on est ouais, voilà, qu'on est porté tout le temps. Mmh, Merci. ouais. Merci à toi. Comment est-ce qu'on peut te rencontrer en vrai?
en chair et en os. En On chair peut et aller en os? nager avec toi. Ouais, on peut. Oui, voilà, je suis souvent dans l'eau. Je propose des voyages, des retraites ponctuellement. Donc, je pense que ça, c'est l'une des meilleures manières de venir me rencontrer. Je Euh, mettrai tes liens Instagram et ton site Merci sous beaucoup. Ce serait super. l'enregistrement. Je suis pas très bonne avec mon site que j'ai pas réactualisé depuis très longtemps, mais je communique toujours sur Facebook et Instagram sur les prochains voyages. Le prochain, c'est au mois de décembre à Sataya, donc j'organise 2 semaines. La première, c'est je la co-anime avec Anne Paris qui et une autre amie Marie-Hélène. Donc Anne Paris qui est la réalisatrice du film dont tu parlais. Et c'est une très chouette professeure de yoga. Donc voilà. Super. Et moi, j'essaye de voir comment on pourrait imaginer une co-création d'ici là, mais on vous en parlera plus tard, dans un prochain Ouais. épisode peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous? Me souhaiter Ouais. de l'équilibre, de l'ancrage et une maison dans un lieu que j'aime. Et bien, vous qui nous écoutez, je vous invite à poser une main sur le cœur, une main sur le ventre, à vous relier à toutes ces vibrations que nous a partagées Leïna. Moi, elles m'ont vraiment nourrie. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est animé à l'intérieur de vous, comment ça a bougé peut-être des choses en vous. Observez s'il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier, comment ça résonne pour vous. Et comme on est dans cette magie du donner et du recevoir, si vous avez reçu, comment est-ce que vous pourriez donner aussi cette vibration, offrir cette vibration d'ancrage et créer cet espace pour que tes envies, tes besoins du moment, Léna, soient nourris aussi. On te souhaite de trouver ta maison dans ton lieu propice. Merci. Et les femmes. Merci. Merci infiniment à toi. Je te souhaite une belle journée et j'ai hâte de lire vos retours, vos commentaires que vous pouvez mettre sous la vidéo si vous regardez YouTube ou sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify ou iTunes. Ce sera avec un grand plaisir que je transmettrai à Leïna aussi. Donc, n'hésitez pas. Merci. Nathalie, c'est une joie. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.